Il était une fois une jeune femme avec un foulard sur la tête. Ah non, ça c'est à la fin. Avant, il y a des boutons qu'elle trie et des découpages à l'heure du thé. Encore avant, il y a une feuille à colorier pour patienter. Et puis, du sport, une galerie londonienne, l'instinct pour faire un choix, des émotions dessinées, d'autres suscitées, une mise à nu, une quête de légitimité et un ballon de yoga. Le tout pour Mélissa Follet, vécue dans un tourbillon de temps. Il était une fois une jeune femme qui avait entre les doigts un crayon blanc. Bienvenue dans Chamade, un podcast de conversations intimes et étonnantes pour faire palpiter votre vie. Je suis Marie Girardin-Lépine, fondatrice de la Fantaisie Vagabonde, et un vendredi sur 3, je vous invite à la rencontre de faiseuses et de faiseurs de beau qui vivent le cœur battant. Vous venez ? 1, 2, 3, plongez. Et si vous écoutez jusqu'à la fin, vous entendrez Mélissa se poser une question lancinante en forme de « et si ». Bonne écoute. Bonjour Mélissa Follet. Bonjour. Et bienvenue dans Chamade. Et bienvenue chez moi puisqu'on est dans mon bureau. J'ai l'habitude maintenant de commencer chaque épisode par une présentation un peu décalée du faiseur ou de la faiseuse de beau que j'interviewe. Et donc, la chose que je vais te proposer là, c'est si ta main gauche pouvait parler et nous parler de sa vie, qu'est-ce qu'elle nous raconterait, ta main gauche ? La main gauche. Donc, c'est celle avec laquelle je dessine. Elle est, en fait, elle est toute ma carrière et mon métier, parce que s'il lui arrive quelque chose, je ne peux plus rien produire. Donc, c'est un élément essentiel, mon outil de travail, en fait. Et quand elle dessine, elle est... je sais pas trop quoi dire. Mmh. Non, c'est bien. Non, je sais pas. C'est bien, si, c'est bien. Alors maintenant, sans parler de ta main gauche, ou en tout cas en te réappropriant ton corps en entier, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais ? Je suis du coup une artiste plasticienne. Je travaille le crayon sur du papier noir, essentiellement du crayon blanc. Et je reproduis seulement la lumière. Voilà, j'ai 22 ans et je suis autodidacte. Ok, oui, je voyais ça sur ta présentation Instagram que tu as mis en anglais, que tu étais artiste autodidacte. Ben, on va en reparler. Dans Chamade, il y a une question rituelle que je pose à mes invités, et donc je vais te la poser bien sûr. Qu'est-ce que c'est le beau pour toi ? Le beau, pour moi, c'est une émotion. Une émotion qu'on peut capter et qu'on transmet et qui communique en fait entre plusieurs individus. Ou entre un individu et un objet, par exemple. Et puis quand on voit un jeune couple et qu'on dit c'est un beau couple, moi je comprends, ils ont quelque chose de fort entre eux. Et pour moi le beau c'est ça, c'est une connexion qui est forte et qui est véhiculée. Donc quand on me dit qu'une œuvre est belle et qu'il y a du beau, pour moi, c'est que cette personne ressent une certaine émotion ou un certain feeling avec cette œuvre. Donc pour moi, une œuvre qui est belle, c'est pas forcément une œuvre qui est jolie. Ouais. Je fais la distinction entre le beau et le joli. Ok. Alors tu parles de beau couple. Est-ce que tu aurais une ou deux autres incarnations du beau auxquelles là tu peux penser ? Oui, par exemple, une œuvre qui est abstraite. Ouais. Entre deux œuvres abstraites, il y en a une qui nous touche et une autre qui nous touche pas forcément. Et pour moi, celle qui est belle, c'est celle qui nous touche. Parce que c'est une œuvre abstraite, c'est de la couleur, des formes, et en fait, ça nous parle parce qu'on se l'approprie et on fait un rapprochement avec notre histoire. Voilà. Ouais, ok. Et un autre exemple... Qui serait pas dans l'art, par exemple, ou... Qui serait pas dans l'art. Oui, par exemple...
quelqu'un qu'on trouve beau. Pour moi, on le trouve beau parce qu'il a du charme, il dégage quelque chose de fort. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il est beau. Ouais, tu vois, ça me rappelle un gars dont tout le monde trouvait qu'il avait des beaux yeux, des yeux magnifiques. Et alors, il avait les yeux bleus, certes, mais moi, je ressentais rien dans ses yeux. Tu vois, au niveau du regard, il n'y avait rien qui passait vers moi, en tout cas. Donc, j'avais difficilement cette perception du beau quand je regardais ses yeux. C'est marrant, hein. Ouais. Enfin, en tout cas, ça me fait penser à ce que tu dis. Oui, c'est là la notion de connexion un petit peu. Oui, c'est vrai. Où c'est quelque chose de fort qui passe ou non, en fait. Et je pense que c'est subjectif, c'est propre à chacun. Ouais. Donc on pose la question à quelqu'un de savoir ce qu'il pense du beau et ce que c'est. Je pense qu'il n'aura pas du tout la même définition que moi. Mais c'est ça qui est intéressant. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans le fait de poser cette question à plein de gens. C'est d'avoir autant de définitions que de personnes que j'interroge. Donc c'est top, merci. Alors, on va commencer par parler un petit peu de ton parcours. La première question que je voudrais te poser, c'est quand tu étais petite, tu voulais faire quoi quand tu serais grande ? Ah, qu'est-ce que je voulais faire ? Je voulais être vétérinaire. Ah ! Oui, sauf que je ne supporte pas le sang. Ok. Je voulais être vétérinaire, ensuite je voulais être architecte. Alors pourquoi, je ne sais pas. Et archéologue. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu te baignais dans ces environnements-là, gamine, ou c'était comme ça, des rêves un peu abstraits ? Oui, c'était plus abstrait. Plus abstrait ? Oui. Ok. Tu viens d'où ? De quel genre de famille ? De quel milieu ? De quelle région ? Je suis née en fait dans le nord de la France, à Grande-Synthe, donc c'est près de Dunkerque. Ouais. Et en fait j'ai vécu toute mon enfance dans le sud-ouest, à Dax. Ok. Les gens connaissent par les férias, Oui. les férias du sud-ouest. Et donc mes parents sont divorcés. Voilà, quoi dire d'autre. Ma maman est animatrice, elle s'occupait des enfants. Donc à l'école primaire, elle s'occupait de moi. C'était chouette. Oui. J'étais fière d'avoir ma maman comme animatrice. C'était rigolo. Et mon papa travaillait dans la sidérurgie. Et maintenant, il est artisan du cuir. Ah, j'ai vu ça, en effet. Ouais, d'accord. Je suis fière aussi. Hein. Je comprends. Et alors, la place de l'art, quand tu étais petite, toi, dans ton univers personnel et dans ton univers familial, est-ce qu'elle existait, cette place, ou pas du tout ? Pas du tout. Ma grand-mère a un petit côté artiste aussi. Elle fabrique, comment elle dit ça ? Je fabrique mes conneries, elle dit. Et en fait, elle va récupérer des objets qu'elle trouve, et en fait, elle va les transformer pour en faire des objets design. Je me souviens, je suis allée chez ma grand-mère, et puis en fait, le pot de fleurs, c'était un tambour de machine à laver qu'elle avait reconditionné pour que ça soit beau. Waouh ! Et en fait, quand j'allais chez ma grand-mère, elle faisait toujours des conneries, comme elle dit. Et en attendant, moi, je me mettais sur la moquette et je triais ses boutons. Parce que ma grand-mère était couturière aussi. D'accord. Et je triais ces boutons, ça servait strictement à rien, mais ça m'amusait, c'était tout petit, et je les triais par couleur, par forme. Voilà. Ah ouais, génial. Ça me rappelle que ma grand-mère aussi maternelle avait plein de boutons. Ah ouais, mais c'est un délire de fou de trier des boutons par couleur et par matériaux ou par... Ah ouais. Qu'est-ce que je faisais de... Oui, l'après-midi aussi, quand ma grand-mère prenait le thé, c'est l'heure du thé, et en fait, pendant cette heure, en fait, on découpait des magazines, donc des formes ou bien des couleurs, des vêtements, et en fait, on assemblait ça sur du papier, une feuille A4, on les collait pour faire un peu quelque chose de design, de joli. Ah, super. Ouais, des collages. Oui. Tu sais que c'est très très à la mode, les collages aujourd'hui. Oui. On en voit énormément, et c'est des vrais outils d'introspection. Oui, et c'est vrai. Ah, c'est super. Et c'est elle, tu te souviens, c'est elle qui te proposait ça, ou Oui. c'est toi qui... Ouais, d'accord. Oui, c'est elle. C'était notre rituel du 4 heures. Ok. Et alors, quand est-ce que le dessin arrive dans ta vie ?
Alors, il est arrivé quand j'avais 2 ans, 2-3 ans. Ah. Et que, en fait, quand j'étais petite, j'étais capricieuse quand j'avais faim. J'étais horrible. Et du coup, ma mère m'a expliqué que pour que je sois calme, elle me mettait dans ma chaise haute avec une feuille blanche et des crayons. Et je passais l'heure à dessiner pendant qu'elle cuisinait. Waouh. Et j'arrêtais de pleurer. Il y a une photo d'ailleurs que j'utilise sur mes cartes de visite. Et ça, où je suis avec un crayon et j'ai 3 ans. Enfin, D'accord. voilà, je ne mens pas. Ouais, donc en fait, elle détournait ton attention. Oui. Et alors, est-ce que le dessin t'a suivi après, quand tu faisais plus des colères? Parce que je suppose qu'à un moment donné, t'as arrêté Oui. de faire des colères quand t'attendais Oui, ton quand repas. même. Est-ce que le dessin est resté et comment il est resté? En fait, je me mettais à dessiner quand psychologiquement ça allait pas. Hmm. Quand ça n'allait pas, je me mettais à dessiner et en fait, ça me calmait, ça m'apaisait. En fait, pendant l'heure où je dessinais, je pensais plus à rien. Un peu comme un échappatoire. Hmm. Et puis, donc voilà, Ok, de temps en temps. d'accord. Et aujourd'hui, tu es artiste plasticienne, donc c'est ton métier. C'est sur tes cartes de visite. D'ailleurs, tu as des cartes de visite. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu décides, en fait, que tu allais ou être artiste, que tu étais artiste professionnelle? Question compliquée. Ouais, on a le temps. Alors, en fait, j'ai fait des études de STAPS. Oui, Et, donc c'est du sport, oui, c'est ça? Oui. dans le sport pour être préparateur physique. Ok. Donc j'ai fait 3 années et c'était des années difficiles. Je me blessais souvent, donc psychologiquement ça n'allait pas. Donc quand j'allais pas bien, je me mettais à dessiner. Et donc je publiais sur les réseaux. Et puis un jour, une galerie de Londres me contacte par mail en m'expliquant que elle aime beaucoup ce que je fais, mes nus justement. Mhm. Et elle me propose une exposition à Londres. Donc je me dis, c'est bizarre. Enfin, pourquoi moi? Enfin, je comprenais pas. Et puis j'ai laissé ça mariner pendant des semaines. Et je me suis dit, pourquoi pas? Et c'est. Ouais. Et donc c'est comme ça que c'est parti. Ok. J'ai fait ma première exposition à Londres. Ah oui, j'ai fait mes propres cadres, mes encadrements, mon Dieu. Pour cette expo londonienne, d'accord. C'était... j'ai utilisé des moulures qu'on utilise pour les plaintes, Ah, avec des fonds d'armoire. J'ai honte. Quand j'y repense, j'ai honte. J'ai exposé ça. Et Ouais. j'ai quand même vendu. Donc je sais pas comment j'ai fait. Système D Oui. total. Donc c'était de l'improvisation parce que je connaissais rien à l'art. On m'a invité comme ça, je me suis dit pourquoi pas, mais je sais même pas pourquoi j'ai accepté. Et donc j'ai fait cette exposition, j'ai rencontré pas mal de monde. C'était très intimidant. Mm. J'ai vendu ma première œuvre, une toute petite. Elle faisait 15 par 10 cm, c'est vraiment tout D'accord. petit. Elle représentait quoi? C'était un portrait d'une femme où on voyait sa bouche entrouverte, mais on voyait pas du tout ses yeux. D'accord. C'était vraiment la suggestion. Mhm. Ok. Et donc c'est celle-ci que j'ai vendue en premier. Alors juste, on est en quelle année là 2019. Oui. Août 2019, voilà. Donc, c'est ultra récent. Ouais. Oui. Ouais. Et j'étais encore étudiante à cette époque. Ok. Et donc pourquoi je me suis décidée, je sais pas. Je sais pas du tout. J'ai fait mes études STAPS et je me suis dit mais pourquoi tu vas là-dedans? Mm. Pourquoi tu veux être préparateur physique? J'ai réfléchi et je me suis dit tente l'autre voie. Peut-être que ça, je me sentirais mieux, peut-être que je serais moins blessée aussi. Mm. Et donc je me suis dit tente. Alors j'ai été contactée pour faire une exposition à Rome que j'ai acceptée. Donc j'y suis allée. Ouais. Et puis je me suis prise... j'ai beaucoup aimé faire des expositions, rencontrer du monde, échanger avec des gens que je connaissais pas forcément. Et puis montrer mon travail, c'est quelque chose quand même. C'est intimidant. Ouais. Mm. Parce que c'est un peu se mettre à nu. Donc c'est quelque chose. Et puis j'ai enchaîné les expositions, j'ai fait Rennes, Paris, et à chaque fois je vendais.
D'accord. Et je me suis dit, lance-toi à fond. Et en janvier 2020, j'ai commencé à me mettre à mon compte. Ok. Ouais, donc ça s'est fait dans un temps très court en fait. Il y a eu même pas 6 mois entre la première expo à Londres en août 2019 et ton installation officielle en tant qu'artiste début 2020. Ouais. C'était plus instinctif. J'ai pas vraiment réfléchi. Je sais pas, je sentais que je devais essayer. Ok. Et alors, cette galerie londonienne qui a été la première à repérer ton travail, je sais pas, mais en tout cas à te contacter après avoir repéré ton travail, les œuvres qu'elle a vues en premier, c'est des œuvres de papier noir avec du crayon blanc. Oui. Donc ça veut dire que les premières choses que tu as présentées sur les réseaux, c'était déjà avec cette association du noir et du blanc. Oui. Alors, moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir quel est ton rapport avec le noir et blanc. Je voudrais juste lire ce que tu as noté sur ton site pour parler du noir et blanc. Tu dis... Le noir est la force, la profondeur qui pousse et fait jaillir le blanc, le mot, pour former une entité. Le noir a donc absorbé les couleurs, les émotions, sauf celles que le blanc laisse apparaître. Oui. Bon, alors, ça répond peut-être à ma question, mais quand même, j'ai envie de t'écouter là-dessus. Pourquoi le noir et blanc ? Parce que c'est sombre. J'ai l'impression que le fait de faire de l'art et de créer, ça libère mon côté sombre. Et en fait, ça met en lumière une émotion. Ça part de moi, en fait. Le noir, c'est quelque chose de très profond et de fort. Et c'est ce qui fait ressortir le blanc, c'est-à-dire la lumière. Ouais. Donc le sujet a des parts un peu noires. Et il va faire sortir une seule émotion, qu'il laisse entrevoir. Ok. C'est l'idée. Donc ça, tu l'as réfléchi le jour où tu as dû aller acheter des supports, donc du papier. J'essaie de t'imaginer, mais tu étais dans le rayon du magasin de Beaux-Arts et tu avais le choix entre différents papiers et tu es allé à l'intuition vers le noir, ou alors déjà tu te disais, tu vois, est-ce que tu avais déjà ce discours intérieur de je veux révéler la lumière, les émotions. Non, ça vient après l'explication. Alors, c'est plus instinctif. J'ai fait ça comme ça, et puis après j'ai compris pourquoi je faisais ça. Ouais, d'accord. Ok. Donc je sais même plus pourquoi. Je ne saurais pas répondre. Ok. Mais je pense que c'est souvent je faisais des insomnies quand j'étais encore en STAPS. Et sûrement que j'ai eu une illumination, je me suis dit, je vais faire sur du papier noir. Ah, d'accord. Et donc le lendemain, j'ai été acheter de quoi essayer. Ok. Mais en fait, j'ai l'impression que tout a été instinctif. Ouais. Et après, j'ai compris pourquoi je faisais ça. Tu l'as compris toute seule ou tu as eu besoin, pas forcément, mais les retours que tu as reçus t'ont aidé à justement à analyser, expliquer les choix intuitifs que tu avais faits. Oui, je pense que les gens guident. Oui. Je pense que ce que les gens disent et ce qu'ils voient est à prendre en compte aussi. Parce que je pense qu'en fait, on crée, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. C'est trop profond pour qu'on le cerne avant de créer. Et donc, je pense que les gens sont des guides. Oui. Après, il y a des choses à prendre à laisser, mais... Et je pense que ça forge, on réfléchit et puis à un moment on comprend. Moi je me souviens que quand on s'est rencontrés, tu exposais dans une petite galerie à Rennes et tu m'as posé une question qui m'a désarçonnée parce que j'ai pas du tout l'habitude qu'on me questionne en tant que spectatrice d'art. Tu m'as demandé ce que je ressentais en regardant une de tes œuvres. Et je sentais que tu avais envie d'une réponse assez détaillée et assez fournie, ce que je crois t'avoir donné. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit « Ah ouais, c'est intéressant » parce que j'ai pas été souvent en rapport avec des artistes qui étaient en demande active du retour du public. Tu disais tout à l'heure que c'était très intimidant d'être face à ton public, et en même temps, tu vas creuser quand tu rencontres les gens, ce qu'ils perçoivent de ton travail. Donc, est-ce que est-ce que cet inconfort, justement, tu le nourris par un peu plus d'inconfort en posant ces questions ? Ouais, c'est ça, tu hoches la tête. Oui, c'est ça. C'est ça, parce que ça me remet en question et ça me confronte à moi-même, à ce que je fais. Et au pourquoi du comment je le fais.
Et ce qui est rigolo, c'est que je peux poser la même question à 2 personnes et les 2 personnes vont me répondre à une chose complètement différente. Oui. L'un va ressentir, je sais pas, de la peur et l'autre une émotion un peu moins forte. Enfin, c'est propre à chacun parce que du coup, il le rapproche avec lui-même, avec sa propre histoire et aux souvenirs qu'il a. Et c'est pour ça que j'aime poser cette question. Oui. Parce que 2 personnes vont pas du tout me répondre la même chose. Est-ce que tu as en tête un commentaire de quelqu'un que tu as rencontré et qui t'a marqué? Oui, l'œuvre La Femme que j'avais faite pour la vente aux enchères Notorious Brand. En fait, je l'ai vendue le lendemain des enchères. Elle n'est pas partie aux enchères, elle est partie après. D'accord. Elle est partie après parce que j'ai en fait expliqué mon œuvre. J'ai posté une vidéo en expliquant mon œuvre après les enchères. Et un monsieur m'a contacté en me disant j'avais pas du tout ressenti ça quand vous l'aviez posté. Et en vous entendant expliquer ce que ça voulait dire, là elle m'a touchée. Donc en fait en regardant l'œuvre, il n'avait pas du tout cerné ce que j'avais voulu faire. Par contre en m'entendant, il a vu le rapprochement. D'accord. Et là ça Oui. ça l'a ému et il l'a acheté. Ok. Étonnant, j'ai été étonnée. Ouais, parce que ça s'est passé dans le sens inverse de ce qui se passe d'habitude avec ton public. Comment tu définirais ton travail? Si tu devais, je sais pas, en 3 phrases, expliquer à quelqu'un ce que tu fais. En 3 phrases? Ouais, en 3 phrases. Ou ce que tu représentes, ce que tu figures sur... T'as parlé d'émotion, bien sûr, mais là, si les gens qui nous écoutent ne devaient jamais voir ce que tu fais, mais qu'ils avaient très très envie quand même de se faire une image mentale de ton travail, qu'est-ce que tu leur dirais pour les aiguiller? J'essaie de faire vivre une émotion, un sentiment avec une seule couleur, un seul crayon, sur un papier qui est sombre. Ouais. Donc ça peut être un animal, un corps, un visage, une plage. J'en ai déjà fait. Ah, j'ai jamais vu ça. Non, je l'ai jamais posté, mais je sais même pas pourquoi. J'ai oublié, je pense. Mais oui, j'ai déjà fait. Pour toi, quel est le prix à payer pour être artiste? Le prix à payer? C'est-à-dire, quels sont les sacrifices ou les difficultés ou tu vois la réalité qui fait que être artiste, c'est pas une voie, c'est pas une autoroute en fait. Oui, d'une part parce qu'on dépend que de soi. En fait, si je crée pas, il y a rien. Et être artiste, c'est pas seulement créer dans sa grotte. C'est aussi être comptable, être spécialiste dans le marketing. Je suis pas du tout, mais en fait, on apprend sur plein de tableaux. Oui. On apprend la com, on apprend le digital, on apprend à créer aussi, parce que du coup, on apprend tous les jours. À créer un site aussi. C'est pas simple, et à vendre. Vendre, c'est le plus dur. Ouais. Parce que si ça tenait qu'à moi, je m'enfermerais dans une pièce et puis je passerais mon temps à créer. Sauf que du coup, je peux pas vivre de mon art. Oui, si tu ne fais que t'enterrer dans ta grotte et t'enfermer plutôt dans ta grotte, tu vends pas, ouais. Et il y a aussi ce côté où pour en vivre, il faut plaire. Et c'est difficile de faire le juste milieu entre je veux plaire, je veux vendre et je veux faire ce que je veux. Je pense qu'il faut jongler entre les deux. Parce que si on plaît pas, on vend pas. Ouais. T'as l'impression d'avoir trouvé l'équilibre, le bon jonglage là, aujourd'hui? Oui, je pense. Parce que j'écoute ce qu'on me dit et je fais ce dont j'ai envie aussi. Parce que je peux pas forcément créer sur demande. Il faut que je sois dans un bon mood, comme on dit. Ouais. L'autre prix à payer, c'est de se mettre à nu aussi. Ouais, tu le disais tout à l'heure. Voilà, je pense que c'est tout. Et ça, se mettre à nu, c'est une décision consciente que tu prends à un moment dans ta vie? Tu te dis, bon, je veux être artiste, donc il faut que je me mette à nu? Ou alors,
ou alors ça devient naturel au fur et à mesure que le temps passe? Je pense pas que ça devienne naturel, je pense qu'on prend sur soi. Je pense. Parce que j'ai toujours cette appréhension quand je fais une exposition, je me dis que je sais pas, c'est délicat, en fait, il y a toujours cette crainte de la critique négative. Positive, ça va. Oui. Quand on est artiste, contrairement à un autre métier, je vais pas citer d'exemple, c'est pas le sujet, mais en fait, la critique négative, tu la prends personnellement, parce que t'as pas le filtre de c'est mon métier, j'ai mis mon costume pour aller travailler. Ouais. Donc là, tu le ressens comme une attaque personnelle à ton identité. Oui. C'est ça? Et du coup, je me remets en question parce que j'ai pas du tout confiance en moi. Alors, je la prends et je la bois, en fait. Et du coup, je pense que ça m'impacte dans mes créations futures. Et donc, c'est difficile de faire la part des choses entre ce que je dois prendre et ce que je dois vraiment laisser. Ouais. Ça, tu t'entoures pour ça, pour justement, tu t'entoures de gens pour t'aider à faire la part des choses et à rebondir plus vite ou plus facilement quand t'as un coup de mou suite à une critique négative, par exemple? Oui. Ouais. Je pense à mon copain qui m'épaule mon quotidien et qui sait justement faire la part des choses et m'apaiser vraiment. Me conseiller sur... Après, son avis est forcément biaisé parce que il vit avec moi, donc il y a certaines choses que je prends, d'autres que je prends pas. Ouais. Après, je suis aussi têtue, donc il a beau dire ce qu'il veut. Ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. Ouais, mais ça veut dire que tu peux aussi être têtue face à des gens que tu connais pas et qui ont un mot malheureux ou qui sont pas super bienveillants dans ce qu'ils disent. Tu peux aussi... Je sais pas, est-ce que ça t'est arrivé de... Non. Je suis têtue avec les personnes que je choisis, je pense. Ouais. Non, puis c'est hyper dur de tenir tête à quelqu'un qui juge ton travail en quelques secondes. Enfin, j'imagine que ça doit être... je me plie, je dis rien. Ouais. Ça t'est arrivé souvent? Non. Non, pas vraiment. Des petites remarques, mais ils ont peut-être raison, hein, donc je prends. Je note, mais est-ce que j'en tiens compte? Je sais pas. Ouais. Je pense que je fais le tri. Ouais, tant mieux. Quand est-ce que tu t'amuses le plus? Quand je m'amuse le plus? Quand je crée, je pense. Ouais. Oui. Et plus précisément, est-ce qu'il y a un moment ou un geste ou dans la création d'une œuvre? Quand j'ai compris que j'avais réussi cette œuvre. C'est-à-dire que quand j'en commence une, il n'y a rien du tout sur la feuille. Je commence et il y a un élément qui fait que je me dis « celle-là, je l'ai réussi ». Je ne sais pas comment expliquer, mais par exemple, ça peut être l'œil de l'animal et du coup, j'ai capté l'émotion. Et c'est là que je me dis « ça y est ». Et là, je m'éclate. Mais juste la phase avant, je suis stressée, je me dis « est-ce que… un peu le syndrome de l'imposteur. Ouais. Où je me dis je vais pas y arriver, je vais devoir la jeter, enfin ça va pas, je vais pas y arriver. Et donc je m'éclate à partir du moment où j'ai compris que j'avais réussi. Ok. Et alors ce moment-là, il arrive jamais au même moment? Non, jamais. Est-ce que tu dirais que c'est souvent vers la fin, c'est hyper aléatoire, ça peut être très vite? Ouais, oui. Ça peut venir très vite dans la création d'une œuvre. Ok, ça c'est une super nouvelle. Et à l'inverse, une fois que tu as eu ce déclic, est-ce que ça arrive que un coup de crayon, un trait, soit le trait de trop et que ça foire? Non, en général, c'est le moment où je visualise. Et du coup, c'est plus au feeling. Oui. Ok. Est-ce que tu arriverais à décrire ce qui se passe dans ton corps quand tu atteins justement ce niveau d'éclate, une fois que tu as eu le déclic et que ça y est, tu sais que tu es sur la bonne voie? En général, quand je crée, je mets de la musique. D'accord. Et donc, tout le temps avant ce moment-là où je me dis que j'ai réussi,
je reste assise, je bouge pas. Je bouge quasiment pas, je suis hyper concentrée. À partir du moment où j'ai capté ce moment, alors là, je danse, je fais n'importe quoi. Génial. Parce que je suis à l'aise et puis je me dis c'est bon, maintenant tout roule. Ah ouais. Et donc le reste de l'œuvre se fait en musique Oui. et en mouvement en fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Je vais danser et souvent je dessine sur un Swiss ball. C'est un gros ballon énorme et en fait c'est d'ailleurs les femmes enceintes font des exercices dessus. Oui, c'est les ballons de yoga en fait. Oui, c'est ça. Oui, ouais, je vois très bien. Et sauf qu'à la base, je l'utilisais pour faire du sport. Et je me suis dit, pourquoi pas dessiner dessus. Ah. Et donc, je bouge tout le temps. Enfin, je m'éclate. Ah, d'accord. Je trouve ça super intéressant, la différence qu'il peut y avoir dans la création d'une œuvre entre avant le moment pivot et après le moment pivot dans ce qui se passe en toi, en fait. Et ce qui ensuite jaillit sur le papier. Et alors, une œuvre, elle sort de toi d'un coup, où tu y travailles pendant des jours, des semaines, tu y reviens, Enfin, tu vois, comment ça se passe, ton processus créatif? Avant de créer? Non, pendant que tu crées. Pendant. En fait, dès que je commence une œuvre, il faut que je la finisse. C'est-à-dire que je peux pas commencer 2 œuvres en même temps parce que j'ai l'impression que mon esprit se perd. D'accord. Et donc, dès que je commence une œuvre, même si ça dure 4-5 jours, 10 jours, il faut que je passe les 10 jours sur cette œuvre. Okay. Je peux pas faire autre chose en même temps, j'ai l'impression que de me perdre. Et de me dire qu'à partir du moment pivot, justement, ça va dégringoler. C'est peut-être psychologique et pas du tout vrai, mais je fonctionne comme ça. Ouais, d'accord. Ok. Et alors, avant la création, qu'est-ce qui se passe justement? Comment te viennent les idées de tes sujets? Souvent, c'est dans mon sommeil, qui n'est pas un sommeil du coup. Oui. Je dors pas très bien. Dès que j'ai une idée, après, impossible de me rendormir, c'est le lendemain, il faut que je sorte cette idée. D'accord. Donc ça peut être parce que, je sais pas, j'ai vu une émotion dans un film qui m'a hyper touchée, ou bien un animal qui me plaît, j'aimerais faire ressortir une émotion particulière, ou bien ça dépend de mon humeur aussi. Donc voilà. Ok. Ouais, donc en général, c'est des fulgurances nocturnes et qui prennent vie le lendemain matin, à partir du lendemain matin. Oui. Ouais. Ok. C'est ça. Et comment tu te sens quand tu trouves une nouvelle idée? Est-ce que tu as peur de pas réussir? Est-ce que tu es super impatiente? Mais tu vois, un peu comme un jeu d'enfant. Allez, cool, je vais y aller, ça va être génial. Ou encore autre chose? C'est les deux. D'accord. C'est vraiment les deux. Je suis impatiente parce que j'ai hâte de mettre ma patte et de voir le résultat. Et d'un autre côté, j'ai peur, j'ai la frousse. Je me dis, et si j'y arrive pas? Quelle catastrophe. Mais du coup, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Alors que c'est n'importe quoi, je peux l'arracher et puis j'en fais un autre, mais je sais pas. Ouais, chaque œuvre a une importance énorme en fait pour toi. Ouais. Ah oui. Il y a beaucoup de ratés dans ce que tu produis? De ton propre selon ton propre filtre, et de dessins que tu jettes ou que tu termines pas parce que t'es pas contente? Souvent quand je rate, c'est que c'était un jour où je devais pas créer, où j'avais pas envie de créer et je l'ai quand même fait et j'aurais pas dû. Où je me force quand même et puis y a rien qui sort, y a pas d'émotion, y a rien, j'ai envie de le jeter, de taper dans le mur. Voilà. Ouais. Et donc ça veut dire tu ressens les journées ou les périodes qui peuvent être bonnes pour ta création et celles qui le sont pas du tout. T'arrives à les repérer? Oui, je sais pas comment expliquer, c'est un ressenti. Ça peut être la veille ou bien le jour même. D'accord. Ça va être le midi, je vais me dire j'ai envie de dessiner et je vais dessiner l'après-midi. Je vais trouver un sujet. Et à l'inverse, sinon, quand c'est une contrainte et où tu te dis il faut que je dessine parce que c'est mon métier et en fait il y a rien
Ce qui en jaillit n'est pas Non. à la hauteur de ce que tu veux. Ouais, À ok. ce moment-là, je fais autre chose, du montage ou bien de la facturation, ça j'aime pas. Mm. La compta, j'adore. Oui, je trouve d'autres choses à faire. Mm. En respectant mon planning au mieux. Mais des fois, je suis obligée de changer parce que ça va pas. Mm. Ouais, je comprends. Est-ce que tu es toi-même une dévoreuse d'art? Est-ce que tu regardes ce que font les autres, les artistes vivants, et ce qu'ont fait les artistes morts? Ah oui, j'adore. On Ouais. peut plus aller au musée. Mais... Oui, en ce moment, on peut pas trop aller dans les musées, non. Non, mais oui, bien sûr. Et Instagram joue un gros rôle parce qu'il y a beaucoup d'artistes sur Instagram et Oui. j'en découvre quasiment tous les jours. Mhm. Des artistes qui me touchent par leur technique ou bien par leur sensibilité. D'accord. Et pour ça, Instagram est un bel outil. Mm. Mm. Et tu le fais pour t'évader ou pour au contraire affiner ton œil et toi te donner des idées pour ton propre art perso? Pas forcément pour moi, mais c'est plus pour rencontrer d'autres artistes et savoir un peu comment est leur quotidien. Est-ce que je suis normale? Ah oui, tu te poses cette Oui. question? Ah ouais? Oui, parce que comme je suis autodidacte, j'ai pas de chemin tout tracé. Mm. Et du coup, je me dis, est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Parce qu'il y a forcément des règles et peut-être qu'il y a certaines choses que j'ignore. Et par exemple, j'ai sorti des éditions d'art récemment et je savais pas du tout comment on faisait il y a quelques mois. Et je me suis renseignée, j'ai demandé à d'autres artistes qui en faisaient, Mhm. comment ça se présentait. Ouais, d'accord. Oui, donc c'est une communauté Oui. Plutôt. qui t'aide sur des points concrets et c'est intéressant. Et après, évidemment que je me nourris, mais c'est plus inconscient. Oui. Il y a des artistes qui m'inspirent, mais c'est pas pour autant que je vais m'en servir pour mon art. Ok. T'aurais là des noms qui te viennent de gens que tu as découverts récemment et dont le travail te plaît beaucoup? Oui, il y a Antoine Steven, Oui. qui est lillois. Il fait des portraits de femmes, beaucoup de femmes, très abstraits, c'est très suggéré et très sensible. D'accord. Et son art me touche. Et je l'ai découvert récemment, ça doit faire 1 ou 2 semaines, Ok. pas plus. Il y a aussi Clément Verdière, je sais plus de quelle région il est, mais il fait des portraits et il utilise la matière. Il va réaliser par exemple des femmes couvertes de peinture ou alors derrière une vitre de douche. Et c'est hyper réaliste, enfin, il me touche vraiment. Ok. J'irai voir, je connais pas du tout. Est-ce que tu as un rêve pour les années à venir, quelque chose que tu voudrais vivre ou créer? Voilà, je laisse cette question la plus ouverte possible. J'adorerais être représentée par une galerie, vraiment sur le long terme. Vraiment faire une collaboration avec une galerie. Mhm. Ça, j'aimerais vraiment. J'aimerais aussi pouvoir sortir un livre avec mes créations, par exemple, de l'année. D'accord. Je ne sais pas du tout comment on fait, je vais me renseigner. Mais j'aimerais bien faire un livre comme ça avec des petites créations à l'intérieur et puis en faire comme si c'était un peu une rétrospection de mes œuvres. Ok. Et mon rêve, le gros rêve, ça serait d'avoir mon atelier. Ah. Vraiment un atelier qui est aussi peut-être une vitrine à l'avant et du coup je fais des expositions des artistes, d'autres artistes de la région ou bien d'ailleurs et puis faire des expositions sur 1 ou 2 mois et faire tourner comme ça. D'accord. Est-ce que tu as déjà semé des petits cailloux dans non, sur ce chemin-là? Non. Pas du tout. Je me dis que c'est encore très tôt. Je pense que c'est encore tôt et puis pour l'instant je me contente de mon appartelier. C'est Ton très bien. appartelier. Ah, chouette, c'est beau comme mot. Ah, j'adore, C'est appartelier. un artiste avec qui j'échange souvent qui m'a dit ça une fois. Il m'a sorti ce mot et j'ai trouvé vraiment intéressant. Ah, c'est top. Je suis sûre qu'il y a plein d'artistes qui sont concernés et qui Oui. se retrouveront là-dedans. Ah, c'est super joli, appartelier. Ah, trop bien.
Quelle empreinte tu voudrais laisser dans le monde? Une empreinte. Je n'y ai jamais réfléchi. Je sais pas. Je sais pas du tout. Alors le monde, ça peut être ton monde à toi, ton univers à toi, ou le monde tout entier, la Terre tout entière ou la galaxie. Mais ça peut être ton monde. J'ai conscience que c'est une question compliquée. Oui. Bah, je suis quelqu'un de très altruiste. Oui. J'aime beaucoup donner. Mhm. Et j'aimerais que mon art serve. Il serve à quelque chose, à une cause, je sais pas. Mais j'en ai pas en tête, mais parce que ce que je fais, ça sert pas vraiment à quelque chose. Ça sert pas vraiment. Vaste sujet, Oui. Mm. Et j'aimerais aider. Je pense que c'est ça. Je répondrai comme ça. D'accord. J'ai pas vraiment d'idée d'empreinte spécifique en tête. Cette question est difficile. Oui, cette question est difficile, je sais. J'assume complètement cette question difficile. Mais ta réponse est très belle. Est-ce que tu as l'impression d'être là où tu dois être aujourd'hui? Oh non, pas du tout. Pas du tout. Oh, non. J'ai l'impression d'être un imposteur. De pas du tout être légitime. Parce que je comprends toujours pas comment, au bout d'1 an, ça peut marcher. Parce que j'ai décidé, je vais essayer, et au bout d'1 an, ça a marché. Même avec une année 2020. Oui. Et donc j'ai un peu de mal à me dire, mais pourquoi? Pourquoi j'ai le droit à ça? Et pourquoi je peux me dire artiste? À quel titre? Je ne suis pas une artiste. Enfin, j'ai un peu de mal à trouver une légitimité. Ouais, parce que pour toi, l'image de l'artiste, c'est quelqu'un qui galère pendant 20 ans Oui. et qui peut-être un jour fait la bonne rencontre ou alors fait le tableau qui fait basculer son destin. Et j'ai pas fait d'études des beaux-arts. Et pour moi, j'ai toujours un peu de mal à me dire que il n'y a pas besoin d'un diplôme. Pour moi, il faut un diplôme. Oui. Et donc, parce que j'ai aucune technique, je fais au feeling. Quand on voit ce que tu fais, on se dit que le feeling est du bon. Ouais, je comprends. Et alors, justement, est-ce que ça te donne envie pour casser la gueule à ce syndrome de l'imposteur? Est-ce que des fois, tu te dis, ben allez, je m'inscris dans une école d'art et je suis un cursus, et comme ça, j'aurai le bagage académique, j'aurai coché cette case? J'en ai parlé à plusieurs artistes ou personnes autour de moi, et puis certains artistes m'ont dit qu'ils avaient fait les beaux-arts et qu'ils avaient dû désapprendre ce qu'ils avaient appris. Parce qu'ils disaient qu'il était formaté à dessiner, et il a dû réapprendre à dessiner comme un enfant pour pouvoir ressortir sa fibre artistique. Ouais. Et donc je me dis, peut-être que si je fais des études dans l'art, peut-être que je vais perdre ce que j'ai déjà fait. Ouais. Et non pas le perfectionner. Donc je sais pas. Ouais, c'est super intéressant parce qu'en effet, ta force, c'est de faire quelque chose qui est inné, en fait, que visiblement tu n'as pas travaillé pendant des années entières avant de trouver ta patte. Et donc, ouais, réapprendre à dessiner comme un enfant, ça peut être un sacré défi. Donc, en effet, peut-être que toi, tu as la chance du côté brut. C'est pour ça que je suis tiraillée, du coup. Oui. Entre je suis un imposteur et au contraire, je vais perdre ce que j'ai gagné. Ouais. C'est confus. Je comprends. Et en même temps, tu as le temps de répondre à cette épineuse question. Oui. C'est vrai. Je vais te reposer la même question, mais je vais la reformuler un tout petit poil. Est-ce que, en tant qu'être humain, aujourd'hui dans le monde, et en tant que toi, Mélissa, femme de 22 ans, est-ce que tu as la sensation d'être là où tu dois être? Ah, oui. Oui, je pense. J'aime bien le « Ah !» Oui, j'avais pas compris la question comme ça. Non, mais c'est très bien. Ta première réponse était super intéressante. Oui, parce que je me sens épanouie. Je me sens beaucoup mieux que quand j'étais dans le monde du sport. Ouais. Le sport fait toujours partie de ma vie. J'en fais 5 fois par semaine minimum. Enfin, je m'entraîne toujours, mais je me sens mieux. C'est comme si j'avais pas l'impression de travailler.
C'est mon métier, mais ça l'est pas vraiment parce que je passe mon temps à m'amuser. Je me pose certes 25 000 questions, mais je n'ai pas l'impression de travailler. Et le pire, c'est quand je dessine. J'ai l'impression que je travaille pas. C'est marrant que tu dises le pire, c'est quand je dessine. En fait, c'est le mieux, c'est quand tu dessines. Oui, mais du coup, je culpabilise. Parce que je me dis, mais tu travailles pas, là. Alors que si, mais... Donc oui, je pense que je suis à ma place. On verra par la suite, mais... L'année 2020, ça a été ma meilleure année. Vraiment. Où je me suis sentie bien. Et puis, je me suis sentie grandir. Vraiment. J'ai l'impression qu'en une année, j'ai gagné 5 ans. J'ai tellement appris sur le monde du travail, sur différents métiers, sur plein de choses. On va passer à la dernière partie, rituel. Tu as choisi une œuvre de ta création et je vais t'inviter à nous la raconter. Et tu peux commencer par Il était une fois, si tu veux, sauf si ça te bloque dans ton récit. Et pendant ce temps-là, moi la première, et les auditeurs et auditrices aussi s'ils le veulent, on va fermer les yeux pour t'écouter. Il était une fois une jeune femme avec un joli drap sur la tête, un foulard, avec un regard perdu, un peu perplexe. Et son visage commençait à s'écarter pour laisser passer des orchidées qui s'épanouissaient. Et en fait, ces orchidées s'épanouissaient au même rythme que la jeune fille s'épanouissait. Comme si elle s'ouvrait au monde et elle se montrait telle qu'elle était. Et elle osait enfin se dévoiler. Et cette jeune femme était une femme forte. Voilà, c'est tout. Génial. Merci beaucoup, Mélissa Follet. Merci d'être venue dans Chamade. Et à très bientôt. Oui, merci à la Fantaisie Vagabonde de m'avoir accueillie. Merci à Marie. Un très grand plaisir. Oui. À bientôt, Mélissa. Partagez. Vous venez d'écouter le 4e épisode de Chamade, un tout nouvel espace dédié à la passion qui rend les gens vivants et au beau qui rend le monde vibrant. Pour prolonger l'immersion, abonnez-vous à la Gazette à paillettes. Vous y retrouverez bientôt Mélissa Follet et mes autres faiseurs de beau. Je vous y dévoilerai en exclusivité Femme, l'œuvre décrite par Mélissa à la fin de notre conversation. Retrouvez toutes les infos pour vous abonner dans la description de l'épisode. Et si vous avez aimé nous écouter, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Ce serait quand même génial que vous participiez à diffuser le beau autour de vous, non ? Merci et à très vite. Quand j'ai passé mon bac, j'avais pris option art plastique. Et puis, arrivé à la décision, qu'est-ce que je veux faire ? Alors partir en art ou bien aller dans le sport ? Et j'ai fait un choix entre les deux, peut-être le mauvais, peut-être le bon, et ça m'a permis d'arriver dans l'art après. Je sais pas, mais j'ai toujours été tiraillée entre le sport et l'art. Et là encore maintenant, je me pose toujours la question, et si tu avais continué STAPS ? Qu'est-ce que tu feras aujourd'hui ? Peut-être que tu feras autre chose. Est-ce que tu as fait le bon choix ? Je sais pas. Mais je pense que toute ma vie, ça sera ça, je serai entre les deux.